Donc, qui est le gouverneur de la Banque de France? François Villeroy de Galhau. Il a passé plus de 10 ans chez BNP Paribas, qui est le patron de la Caisse des dépôts et consignations, l'organisme public financier le plus influent, notamment dans les territoires. C'est Éric Lombard, qui vient de l'assureur Generali, vous savez, la galaxie Bernheim-Bolloré, qui est le directeur de cabinet actuel du ministre des Finances. Il vient de Mediobanca, qui était son adjoint, qui la semaine dernière est passé à la direction du Trésor, il vient d'HSBC. Bref, il y a une colonisation. Et donc voilà, il y a un rétro-pantoufleur en chef, évidemment, c'est Macron lui-même, parce qu'il est très emblématique de ce mouvement, puisque il commence inspecteur des finances, il passe chez Rothschild, et puis il revient dans la sphère publique. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, l'un des symboles de l'économie sociale à la française, c'était le système autour du livret A. Le livret A remplissait 2 missions d'intérêt général. La rémunération de l'épargne populaire. Les gens modestes pouvaient mettre leur petit pécule dans un coin et c'était protégé de l'inflation. Et 2, l'argent collecté était centralisé à la Caisse des dépôts et servait à financer le logement social. Donc 2 missions d'intérêt public. Vous connaissez l'histoire du livret A, il a été banalisé. Et maintenant, qu'attend-on du gouverneur de la Banque de France, qui vient de BNP Paribas, radicalement aussi le livret A? On attend de lui ce qu'il a fait. On a un taux du livret A qui est à 0,75%, alors que l'inflation est à plus de 2. Un hold-up, il y a une spoliation des épargnants modestes historique, sans précédent depuis 1818. Et on peut décliner ça dans les différentes sphères de la politique publique. On retrouve les mêmes implications. La colonisation par l'un des membres de la caste induit une politique que l'on devine. Notre modèle social est en danger à cause de la mondialisation. Il y a 2 choses connexes qui se déroulent. Il y a à la fois une mutation des règles du capitalisme. On bascule d'un capitalisme d'Irénan, d'économie sociale, voilà, à un capitalisme beaucoup plus tyrannique. Et ce sont les privatisations qui, en ouvrant le capital des grands groupes aux grands fonds de pension anglo-saxons, conduit à cette évolution-là. Et ce qui est ça modifie tout, la gestion des entreprises, mais ça modifie aussi le débat public, parce que les PDG, ex-inspecteurs des finances, qui adhèrent à ce nouveau capitalisme, défendent progressivement, à partir de 1983-1984, ce seront eux les promoteurs du fameux diktat de Tina. Il y a There is no alternative. There is no alternative. En clair, pour nous, vu de France, la doctrine Bercy. Tu parlais de la caisse des dépôts, mais c'est avec ça avec l'argent des retraités ou des livrets de caisse d'épargne, qui rachètent quand même Quick, la boîte de hamburgers, ce qui est quand même énorme, C'est le point de départ de mon histoire. Vas-y, raconte le rachat de Quick. Donc, in fine, de l'argent public, mais énormément d'argent public, puisque c'est 760 millions d'euros, servent à acheter une boîte de hamburgers. Et que la Caisse des dépôts, puis appelons un chat, qui est quand même une banque publique, qui normalement doit protéger l'État, doit investir sur tout ce qui est infrastructure, route, qui avait été créé au moment de Napoléon, après la Bérésina, pour que justement il y ait une indépendance et que l'État soit tout le temps sauvé par cet argent public. C'est l'argent des petits épargnants, c'est l'argent des... Je cite, parce que dans le livre, j'essaie souvent de faire des rapports. On me reprochait souvent dans mes autres bouquins, en disant oui, les affaires de blanchiment, il y a plein d'argent, mais on voit pas tellement le rapport avec la vie quotidienne des gens, etc. Là, je raconte l'histoire par ailleurs, je faisais un documentaire et il y a un légionnaire qui s'est battu pour nous dans des pays et qui s'est pris une balle et qui a pu toute sa tête. Et il y a l'assistante sociale, évidemment, elle ne sait pas que je suis en train de faire le bouquin, qui renvoie sa pension. Lui, il peut pas gérer son argent parce qu'il est sous tutelle. Et les 2000 € qu'il touche, elle dit, on le donne à la Caisse des dépôts parce que on sait que ça sera bien géré, etc. Mais folie, ça sera pas bien géré du tout, puisque cet argent, elle va servir à acheter une boîte d'hamburgers pour faire plaisir à un milliardaire qui s'appelle Albert Frère. Parce que 98,8% de Quick appartient in fine à la Caisse des dépôts via un truc assez compliqué qui s'appelle un fonds commun de placement à risque. Moi, je savais pas que ça existait. Et tout ça enrichit ce fonds commun de placement à risque dans lequel il y a des actionnaires ou plutôt des sociétaires. On ne sait pas qui ils sont aujourd'hui. Alors, il y a des listes qui circulent, il y a un casting
d'hommes politiques, de choses comme ça. Mais j'ai pas voulu aller sur ce terrain-là. D'une part parce que je cherchais pas le scandale pour le scandale. Je cherchais, comme disent les Brésiliens, au mécanismo, c'est-à-dire le mécanisme qui avait derrière tout ça. Et c'est là où on entre dans un deuxième stade de fascination. Pour moi, faut dire, faut être un peu barjot pour être fasciné par ça. Mais c'est de comprendre que d'une part, il y a une énorme magouille pour cacher tout ça, pour enrichir certains. On voit que la Caisse des dépôts sert à ça. Et qu'ensuite, quand Albert Frère veut vendre absolument tout ça, c'est pour investir tout de suite dans Gaz de France. Donc Sarkozy, qui est quand même quelqu'un de très habile, moi je l'ai vu à l'œuvre à Clearstream, comme il a réussi à manœuvrer Villepin, etc. Là, il va être très très fort, parce qu'en fait, il va privatiser finalement Gaz de France, quoi. Parce qu'il était pas, il avait toujours dit qu'il le ferait pas. Et à qui il va le vendre ? Il va le vendre à Frères et Desmarais, qui sont dans Suez. Et c'est Suez qui rachète la Gaz de France, qui est quand même un joyau public. C'est dans le bouquin. À un moment, j'ai failli l'appeler comme ça, le bouquin La chaleur des pauvres, quoi. On a vendu la chaleur des pauvres. Et ce qui est très énervant, c'est que vous savez, quand vous avez 3 jours de retard avec Suez ou Engie, on vous fait chier parce que vous payez des indemnités, etc. Mais c'est à ces types-là qu'on doit cette situation, quoi. C'est parce qu'on n'a pas été vigilant, c'est parce que, comme tu l'as dit, François, le problème, c'est pas que les milliardaires nous fassent les poches, c'est leur métier, en quelque sorte. Mais c'est que l'État n'ait pas su nous protéger et encourager ça. Et donc, voilà. Et donc, eux, avec l'argent récupéré, une partie des 760 millions, bah, ils vont grimper dans le capital de Suez, ils vont passer de 2 à 10%, et les 800 millions qu'ils ont investis m'ont rapporté 4 milliards en l'espace de 6 mois, parce que Suez, qui était un groupe très endetté avec Gaz de France, ils prennent une valeur incroyable, quoi. Et donc, voilà, c'est tout ce mécanisme-là que je trouve assez fascinant et complètement révoltant, quoi. Le résultat de tout ça, ça fait quoi, ce genre d'affaires ? Ça accélère la pauvreté, ça fabrique de la pauvreté, et donc ça fabrique de la colère, et la colère va... pauvreté, ça fabrique du désarroi politique. Comment on fait pour se débarrasser de cette caste et pour la remplacer ? On est bien sûr en état de la remplacer, on est les plus nombreux, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. La question est stupide. Voilà, c'est nous qui sommes les plus forts, et c'est nous qui perdons, et eux qui sont en train de gagner. Il faut dire qu'on est cons. Je veux dire, la responsabilité, c'est la nôtre, c'est la vôtre. On est vraiment responsable de ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment une femme en colère, parce que avec le dérèglement climatique et les riches qui spéculent sur le dérèglement climatique, non seulement ils le freinent pas, mais ils spéculent dessus avec des produits financiers assez raffinés. On a vraiment un rendez-vous avec l'histoire. Et là, aujourd'hui, on n'a pas envie de plaisanter avec cette question. Donc, il faut que nous, on arrive à s'unir, à se rassembler, en dehors des petits chefs, des égos et de tout ça, tous unis dans notre diversité. Et il y en a marre de ces périodes électorales où on sent que ça y est, on va revivre encore les mêmes choses avec des clivages. On n'en veut plus. L'heure est trop grave pour se permettre ça. Il faudrait changer de république. Et ensuite, mais quels sont les contenus d'une autre république ? Et donc, moi, je peux dire ça au regard du travail que j'ai fait. Donc moi, ma démonstration, c'est dire, voilà, il y a un groupe de hauts fonctionnaires, une oligarchie qui a pactisé avec la finance. Donc je pense que la première des urgences, c'est de briser les reins de cette oligarchie financière. Et je pense que l'un des enjeux majeurs, l'une des solutions majeures, c'est de prendre le contrôle des banques. Je pense que ça revient en permanence dès qu'il y a une crise financière. Sans nationalisation des banques, on n'y arrivera jamais. Il faut changer l'horlogerie de ce capitalisme-là. La loi permet de condamner des gens qui ont exercé l'autorité publique sur une entreprise privée et qui ensuite s'y font embaucher. Donc la loi, le code pénal, prévoit les passages du public au privé. Mais en sens inverse, il n'y a rien. Et pardon, moi, citoyen, j'aimerais bien savoir sur quel dossier a travaillé l'associé gérant de la banque Rothschild, Emmanuel Macron, parce que j'aimerais savoir si ensuite, quand il devient ministre de l'économie, il n'est pas en conflit d'intérêts. Or, on ne sait jamais. Et donc, je trouve qu'il faudrait reconstituer cette barrière de sorte que
il n'y ait plus ce qu'on appelle à Bruxelles les revolving doors, les fonctionnaires essuie-glace, public, privé, privé, public, et en fait qui conduisent à la destruction des missions d'intérêt public. Voilà quelques pistes. D'accord. Il y a des dossiers sur lesquels on sait que Macron a travaillé dessus. Hein. Je mentionne juste comme ça au passage, mais le dossier de Lagardère en particulier, où il a travaillé sur Lagardère quand il était chez Rothschild. Il me semble que c'était sur la revente d'un certain nombre de périodiques du groupe Lagardère, et Lagardère a été satisfait de ses services. Ensuite, il a été aux côtés de Hollande. Il a trahi la Société des rédacteurs du Monde parce qu'il s'est présenté comme leur défenseur et en fait, il travaillait secrètement pour le camp adverse. Il a travaillé aussi pour le patron de Nestlé qu'il a connu au sein de la commission Attali. Donc il était chez Rothschild tout en travaillant pour Sarkozy dans le cadre d'une commission. Bon, voilà. Donc on sait ce que la presse a révélé, mais... Et c'est Rothschild qui a fait le montage de Quick. Et alors nous, on bichait. En plus, Emmanuel Macron était chez Rothschild, mais c'était le bureau d'en face, quoi. Mais ceci dit, c'est sa culture, ses fusions-acquisitions, la défiscalisation. Enfin, c'est Rothschild ou Lazare quand à ce genre de montage. Pour lutter contre cette oligarchie, contre ces castes, c'est pas au niveau national, c'est au niveau transnational. Et je vous donne un exemple, c'est l'affaire LuxLeaks, où on était dans ce qui me semble être la quintessence de cette prédation, où on voit que des multinationales ne payent pas d'impôts alors que nous, on crève sous les impôts. Et il devait y avoir une commission d'enquête parlementaire, et ces types devaient être condamnés. Enfin, il devait se passer des choses très concrètes là-dessus, et il ne s'est rien passé, parce que les lobbies, parce que tout ça. Et donc, Bruxelles est un lieu de pouvoir, mais Bruxelles est cadenassé par Juncker, etc. Il y a eu des missions d'information. Les rescrits fiscaux ont été négociés pendant que Jean-Claude Juncker était Premier ministre du Luxembourg, ministre des Finances du Luxembourg et ministre des Finances de l'Eurogroupe. Et maintenant, il a été coopté par l'oligarchie européenne pour être président de la Commission européenne. Comment voulais-tu qu'il y ait une enquête? Je sais, mais si, tu sais pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? C'est parce que à Bruxelles, enfin, le fonctionnement fait que la décision ne se prend pas au Parlement, ni à la Commission, etc. Tu as une commission où sont les représentants des groupes. Je crois qu'ils sont 5, et il y avait Pervej Bernès, je me trompe peut-être sur son nom, qui est la représentante socialiste, et à un moment donné, les socialistes français qui auraient pu voter pour la commission d'enquête ont voté comme le PPE, et il y avait en face qu'un type comme Philippe Lamberts, qui est le vert, et il y a eu, je crois, 3 contre 2, mais ça s'est joué, il y a eu une guerre à l'intérieur, mais il faut décrypter tout ça, et à un moment donné, s'ils décident de faire une vraie commission d'enquête avec des moyens coercitifs, Juncker saute, les types passent au tribunal, etc. C'est pas passé loin. Souvenez-vous de l'émoi que ça a suscité. Alors, à contrario, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi dès le tour et le journaliste à Luxembourg. C'est une énormité totale. Il y a eu des cris, il y a eu de l'effroi, il y a eu tout ça, et puis après c'est repassé. Il y a quelque chose d'increvable dans ce système, et c'est vrai que on pourrait être désespéré, on l'est pas parce qu'on fait des bouquins. Et pour poursuivre sur la réponse, et je te rejoins, je pense qu'en 2008, si on avait nationalisé des banques, ou moins une banque, la Société Générale par exemple. Macron a nommé, j'ai oublié le nom de cette femme qui vient de chez Goldman Sachs pour contrôler la Banque de France, et c'est la même personne qui contrôle aussi la Caisse des dépôts. Donc c'est cette culture... C'est ça, ouais. Donc, et contrôler ces outils financiers transnationaux, c'est pas compliqué, je veux dire, c'est des informaticiens, mais parce que les paradis fiscaux, aujourd'hui, le Luxembourg se porte très bien, Singapour, c'est hyper florissant, donc il y a comme des vases communicants entre tout ça, et l'argent continue à partir. Donc la question reste toujours posée, comment des pays aussi riches que les nôtres produisent autant de pauvreté pour qu'on n'y arrive pas, etc.